Le Théétète, dialogue de Platon, suite. Socrate. La question ne demande pas une longue enquête, car il y a une profession entière qui montre bien que l'opinion vraie n'est pas la science. Théétète. Comment donc et quelle profession? Socrate. Celle de ces parangons de sagesse qu'on appelle orateurs et avocats. Ces gens-là, par leur art, produisent la conviction non pas en enseignant, mais en suggérant les opinions qu'il leur plaît. Ou crois-tu qu'il y a des maîtres assez habiles pour pouvoir, dans le peu de temps accordé par la clepsydre, enseigner comme il faut la vérité sur un vol ou toute autre violence à des auditeurs qui n'en ont pas été témoins? Je ne le crois pas du tout, ils ne font que les persuader. Mais persuader quelqu'un, n'est-ce pas, à ton avis, lui faire tenir une opinion? Sans doute. Alors, quand des juges se trouvent justement persuadés de faits qu'un témoin oculaire seul et nul autre peut savoir, n'est-il pas vrai que, jugeant de ces faits par ouï-dire, après en avoir conçu une opinion vraie, ils portent un jugement dépourvu de science tout en ayant une conviction juste s'ils ont rendu un arrêt correct? Assurément. Mais, mon ami, si l'opinion vraie chez les juges et la science étant la même chose, jamais le meilleur des juges n'aurait une opinion droite sans science. Mais en fait, il apparaît que ce sont deux choses différentes. J'ai moi-même, Socrate, entendu quelqu'un faire cette distinction. Je l'avais oubliée, mais elle me revient à présent. Il disait que l'opinion vraie accompagnée de raison est science, mais que dépourvue de raison, elle est en dehors de la science, et que les choses dont on ne peut rendre raison sont inconnaissables. C'est le mot qu'il employait, et celles dont on peut rendre raison connaissables. C'est bien parlé. Mais comment distinguer-t-il ce qui est connaissable de ce qui ne l'est pas? Dis-le pour voir si ce que tu as entendu s'accorde avec ce que j'ai entendu moi-même. Mais je ne sais pas si je pourrais me le rappeler. Cependant, si je l'entendais dire à un autre, je crois que je pourrais le suivre. En échange de ton songe, écoute le mien. Moi aussi, je crois avoir entendu dire à certains que ce qu'on peut appeler les premiers éléments dont nous sommes composés, ainsi que tout le reste, n'admettent pas d'explication rationnelle. Chaque élément pris en soi ne peut que se nommer, et l'on n'en peut rien dire de plus, ni qu'il est, ni qu'il n'est pas, car ce serait dès lors lui attribuer l'existence ou la non-existence. Il ne faut rien lui accoler, si l'on veut exprimer cet élément seul. On ne doit pas même y joindre ces mots « le », ni « cela », ni « chacun », ni « seul », ni « ceci », ni beaucoup d'autres mots semblables. Car ces termes courants s'appliquent à tout, étant différents des choses auxquelles on les accole. Mais il faudrait, s'il était possible, d'exprimer l'élément lui-même, et s'il admettait une explication qui lui appartint exclusivement, l'énoncer sans aucune autre chose. Mais en fait, aucun des éléments premiers ne peut être exprimé par une définition. Il ne peut qu'être nommé, car il n'a pas autre chose qu'un nom. Au contraire, pour les êtres composés de ces éléments, comme ils sont complexes, leurs noms complexes aussi, deviennent explicables, car la combinaison dont les noms sont formés est l'essence de leur définition. Ainsi les éléments sont irrationnels et inconnaissables, mais perceptibles, tandis que les syllabes sont connaissables, exprimables, et peuvent être l'objet d'une opinion vraie. Lors donc qu'on se forme sans raisonnement une opinion vraie sur quelque objet, l'âme est dans le vrai au regard de cet objet, mais elle ne le connaît pas, car celui qui ne peut donner ni recevoir l'explication rationnelle d'une chose reste dans l'ignorance au sujet de cette chose. Mais si, à l'opinion juste y joint cette explication, tout cela lui devient possible, et il possède la science parfaite. Est-ce ainsi qu'on t'a raconté ce rêve, ou autrement? C'est exactement ainsi. Alors cela te satisfait, et tu admets que l'opinion vraie accompagnée de raison est la science? Parfaitement. Est-il possible, Théétète, que nous ayons ainsi trouvé aujourd'hui même ce qu'ont si longtemps cherché tant de sages qui sont parvenus à la vieillesse avant de le découvrir? En tout cas, Socrate, je trouve moi ta définition fort belle.
Il est en effet vraisemblable qu'elle l'est, car quelle science pourrait-il y avoir encore en dehors de la raison et de l'opinion droite? Il y a cependant dans ce qu'on vient de dire un point qui me déplaît. Lequel donc? C'est justement ce qui semble le plus ingénieux, que les éléments sont inconnaissables et le genre des syllabes connaissable. N'est-ce pas juste? Il faut voir. Nous avons en effet pour garant de la thèse les modèles dont l'auteur a usé pour formuler ses principes. Et quels modèles? Les éléments de l'écriture, les lettres et les syllabes. Ou crois-tu que l'auteur de la théorie que nous discutons avait quelque autre chose en vue? Non, mais cela même. Revenons-y donc et mettons cette théorie à l'épreuve, ou plutôt, mettons-nous-y nous-mêmes et voyons si c'est de cette manière ou non que nous avons appris les lettres. Pour commencer, est-il vrai que l'on peut rendre compte des syllabes mais non des éléments? Peut-être. Oui, peut-être, c'est ce qui me semble à moi aussi. Si par exemple on te posait cette question sur la première syllabe du nom de Socrate, dis-moi tête, qu'est-ce que so, que répondrais-tu? Que C, S et O. Alors c'est l'explication que tu donnes de la syllabe? Oui. Eh bien maintenant donne-moi de même l'explication de l'S. Comment pourrait-on exprimer les éléments d'un élément? Au fait, Socrate, le S est une consonne, un simple bruit, comme un sifflement de la langue. Le B, d'autre part, n'a ni voix ni bruit, non plus que la plupart des éléments, de sorte qu'on est très fondé à dire que ces lettres sont irrationnelles, puisque les plus claires d'entre elles, les 7 voyelles elles-mêmes, n'ont que leur son et ne comportent aucune explication d'aucune sorte. Voilà donc, camarades, un point que nous avons réussi à établir concernant la science. Apparemment. Mais avons-nous eu raison de déclarer l'élément inconnaissable et la syllabe connaissable? C'est probable. Voyons donc. La syllabe est-elle pour nous les deux éléments, ou s'il y en a plus de deux, tous les éléments, ou une entité unique issue de leur assemblage? Je crois pour ma part que c'est tous les éléments. Vois-le donc sur les deux lettres S et O. Elles forment à elles deux la première syllabe de mon nom. Qui la connaît ne connaît-il pas les deux lettres ensemble? Sans doute. Il connaît donc le S et le O. Oui. Mais quoi? Il est ignorant de chacune et ne connaissant ni l'une ni l'autre des deux, il connaît les deux ensemble? Ce serait étrange et irrationnel, Socrate. Mais s'il est indispensable de connaître chacune des deux pour connaître les deux ensemble, il est de toute nécessité qu'on connaisse d'abord les éléments, si l'on veut jamais connaître la syllabe, et ainsi notre belle théorie s'évade et disparaît. Oui, avec une étonnante soudaineté. C'est que nous ne savons pas la garder. Peut-être fallait-il dire que la syllabe n'est pas les éléments, mais une entité unique, ayant son caractère propre et différente des éléments. Parfaitement. Et ce pourrait bien être ainsi plutôt que de l'autre façon. C'est ce qu'il faut examiner et ne point abandonner ainsi lâchement une si grande et si respectable théorie. Non, certes. Supposons donc qu'il en soit comme nous disons à présent, que la syllabe soit une entité unique, issue d'un groupe d'éléments combinés entre eux, et qu'il en soit de même dans le cas des lettres et dans tous les autres. Supposons-le. Alors elle ne doit pas avoir de partie. Pourquoi donc? Parce que là où il y a des parties, le tout est nécessaire. Le tout est nécessairement toutes les parties. Ou bien diras-tu aussi que le tout issu des parties est une entité unique différente de toutes les parties? Oui. Mais la somme et le tout sont-ils identiques à tes yeux ou diffèrent-ils l'un de l'autre? Je n'en suis pas sûr, mais puisque tu m'engages à répondre hardiment, je me risque à dire qu'ils sont différents. Ta hardiesse est juste, tête. Reste à voir si ta réponse l'est aussi. Il faut donc le voir. Eh bien, la somme ne diffère-t-elle pas du tout d'après ce qui vient d'être dit? Si. Mais voyons, y a-t-il quelque différence entre toutes les parties et le tout?
Quand par exemple nous disons 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou 2 fois 3, ou 3 fois 2, ou 4 et 2, ou 3, 2 et 1, exprimons-nous en tous ces cas la même chose ou des choses différentes? La même chose. Juste 6 et rien d'autre? Rien. Par chacune de ces expressions, ne représentons-nous pas les 6 comme un tout? Si. Et maintenant, n'est-ce rien dire que dire la totalité? Si, nécessairement. Est-ce dire autre chose que 6? Non. Par conséquent, en tout ce qui est formé d'un nombre, nous entendons la même chose par le total et par toutes les parties. Il y a apparence. Parlons-en donc de cette manière. Le nombre qui constitue le plètre et le plètre sont la même chose, n'est-ce pas? Oui. Et le nombre qui constitue le stade, pareillement? Oui. Et de même le nombre de l'armée et l'armée, et ainsi de suite pour toutes les choses de ce genre, car la totalité du nombre est ce qu'est chacune de ces choses prises en son entier. Oui. Mais le nombre de chacune est-il autre chose que ses parties? Rien autre chose. Donc tout ce qui a des parties est composé de parties? C'est évident. Mais nous avons reconnu que toutes les parties sont le total, si le nombre total doit être lui aussi la chose totale. C'est vrai. Le tout n'est donc pas constitué de parties, autrement il serait une somme étant toutes les parties. Il ne l'est point, semble-t-il. Mais la partie peut-elle être partie d'autre chose au monde que de la somme? Oui, du total. Tu te défends vaillamment, tête-tête. Mais le total, n'est-ce pas lorsque rien n'y manque qu'il est précisément un total? Nécessairement. Et une chose à laquelle il ne manque absolument rien, ne sera-t-elle pas de même une somme, tandis que s'il y manque quelque chose, ce n'est plus ni une somme ni un tout, la même cause produisant sur elle, dans les deux cas, le même effet? Il me semble à présent qu'il n'y a aucune différence entre la somme et le total. Ne disions-nous pas que là où il y a des parties, la somme et le total seront toutes les parties? Parfaitement.